Au tribunal, mes parents ont demandé ma mise sous tutelle, me jugeant incapable. Mais quand le juge a lu la liste de mes actifs et s'est arrêté à 2,2 M €, il a réclamé la sécurité dans la salle. Leurs visages sont devenus blêmes. Je m'appelle Hélène Laurent. J'ai 34 ans et, il y a 4 mois, mes propres parents ont déposé une requête auprès du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Paris, demandant à ce que je sois déclaré mentalement inapte à gérer ma vie, mes finances et tout ce que je possédais. Imaginez la salle d'audience. Les néons qui bourdonnent au plafond. Mon père, Antoine Laurent, assis à côté d'un avocat d'affaires hors de prix, la posture rigide, la mâchoire serrée, exactement dans la même attitude que celle qu'il adoptait en bout de table lors de nos dîners de famille depuis mon plus jeune âge. Ma mère, Eva, s'épongeant les yeux avec un mouchoir, jouant la dévastation silencieuse comme si elle l'avait répété pendant des années. Leur avocat dissimulant à peine sa confiance de l'autre côté de l'allée, comme si l'issue était déjà décidée. Il ne demandait pas d'aide. Il demandait le contrôle. Mes comptes bancaires, ma voiture, mon appartement. Ils m'ont décrite comme immature, isolée, incapable de gérer mes propres affaires. Ce qu'ils ignoraient, c'était ce que je possédais réellement. Et il y avait une chose, juste une, qu'Antoine Laurent, l'homme qui avait dominé toutes les pièces dans lesquelles il était entré depuis 3 décennies, n'avait jamais pris la peine de vérifier les registres publics. Les mêmes registres publics traités chaque jour au service des archives du tribunal judiciaire où travaillait sa fille. C'était un mardi soir de novembre. Je m'en souviens parce que les mardis étaient mes soirées de mijoteuse. Je rentrais dans mon studio à Belleville, je soulevais le couvercle, je mangeais quelque chose de chaud à ma petite table de cuisine, je lisais pendant 1 heure et j'allais me coucher. C'était ma vie. Prévisible, calme, la mienne. Mon appartement était un 2 pièces de 40 mètres carrés, au 2e étage sans ascenseur, dans un quartier de classe moyenne où personne ne posait de questions et où personne n'offrait d'aide. Le robinet fuyait à moins de le tourner d'une certaine façon. Le radiateur claquait à 2 heures du matin. Le loyer était de 1 200 € par mois et, en 7 ans, je n'avais jamais manqué un paiement. Je triais mon courrier sur le plan de travail. La facture d'électricité, un prospectus pour un supermarché, puis une enveloppe blanche, plus lourde que les autres, portant l'entête de l'expéditeur, tribunal judiciaire de Paris, pôle civil. Je l'ai ouverte en restant debout. Requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection, tutelle. Demandeur, Antoine Laurent et Eva Laurent. Défendeur, Hélène-Marie Laurent. Motif, la défenderesse n'a pas la capacité de subvenir à ses besoins ni de gérer ses finances. Mes mains se sont mises à trembler. Non pas parce que j'avais peur du tribunal. J'y avais travaillé toute ma vie d'adulte. Je savais à quoi ressemblaient les requêtes de mise sous tutelle. J'en avais classé des centaines dans des boîtes d'archives au fil des ans. Ce qui faisait trembler mes mains, c'était autre chose, la réalisation que mes parents s'étaient assis en face d'un avocat et avaient prononcé ces mots à voix haute. Notre fille ne peut pas s'occuper d'elle-même. Donnez-nous le contrôle. J'ai posé le document sur le plan de travail en formica à côté du petit carnet noir que je gardais dans le tiroir de ma cuisine. 11 ans de relevés d'investissements écrits de ma propre main. Date, cotisation, totaux trimestriels. Mon père avait l'habitude de dire que sa fille ne savait rien faire d'autre que de trier de la paperasse. Il avait raison pour la paperasse. Il avait juste tort sur tout le reste. L'argent qu'il supposait que j'avais et l'argent que j'avais réellement étaient séparés par un gouffre qu'Antoine Laurent n'aurait jamais pu imaginer. Pour comprendre ce qui s'est passé dans cette salle d'audience, il faut comprendre mon père. Antoine était le genre d'homme qui s'asseyait toujours en bout de table, littéralement. Que ce soit à Noël, à Pâques ou lors d'un dîner ordinaire le mercredi, ça n'avait pas d'importance. Le dos droit, sa voix remplissant la pièce si complètement qu'il ne restait de place pour personne d'autre. Si ma mère commençait une phrase, il la finissait. Si je donnais une opinion, il balayait l'air de la main comme pour chasser une mouche. Qu'est-ce que les filles peuvent bien y connaître? Pendant plus de 20 ans, il a dirigé le groupe de construction Laurent, une entreprise de taille moyenne comptant 15 ouvriers et gérant des projets commerciaux dans toute l'Île-de-France. Il portait sa réussite comme une armure, bruyante, brillante, incontestable. Un SUV Lexus argenté étincelait dans l'allée de notre maison à Versailles. Une Rolex à son poignet, qui n'était pas tout à fait ce qu'elle paraissait être. Une maison de 4 chambres qui semblait solide de l'extérieur. Mais les apparences ne sont que la surface des choses,
et Antoine ne laissait jamais personne s'approcher suffisamment pour inspecter les détails. Ma mère, Eva, se battait différemment. Elle ne commandait pas. Elle pleurait. Elle soupirait. Elle appelait à 7 heures du matin en disant « Je m'inquiète juste pour toi, ma chérie ». Sur un ton qui vous faisait vous sentir coupable d'exister de manière indépendante. Si vous disiez non, elle appelait toutes les tantes, les cousines et les amis de la paroisse dans un rayon de 80 km pour leur dire que vous étiez perturbée, ingrate, froide. Ensemble, ils formaient un système. Antoine dirigeait, Eva imposait sa loi par la culpabilité, et quiconque résistait devenait le problème. Ce que je ne savais pas, ce que presque personne ne savait en dehors d'un tribunal de commerce, c'est que le groupe de construction Laurent avait été placé en liquidation judiciaire 6 mois avant l'arrivée de cette enveloppe. La Lexus avait 3 mois de retard de paiement. La maison avait un avis de saisie immobilière scotché à l'intérieur d'un placard de la cuisine. Antoine Laurent n'agissait pas par inquiétude. Il se noyait et il avait besoin de quelque chose, de quelqu'un qu'il pourrait contrôler légalement. Les gens demandent toujours, pourquoi ne pas avoir coupé les ponts il y a des années? C'est une question légitime, et la réponse comporte 3 volets. Le premier, c'était l'argent. À 22 ans, fraîchement diplômé en sciences de l'information et employé au greffe du tribunal de Paris pour 28 000 € par an, je traînais 42 000 € de prêts étudiants. Mon père s'était porté garant, et il me le rappelait avec la désinvolture dont certains font preuve pour parler de la pluie et du beau temps, mais avec juste ce qu'il fallait de menace dans la voix. Si tu tournes le dos à cette famille, Hélène, j'appelle la banque. Tu me comprends? Je me suis porté caution. Un seul coup de fil. Il ne pouvait pas réellement faire ça. Ce n'est pas ainsi que fonctionnent les cautions de prêt. Mais j'avais 22 ans et je ne le savais pas encore. J'ai remboursé jusqu'au dernier centime avant mes 31 ans. Je me souviens avoir cliqué sur « Confirmer le paiement final » alors que j'étais assise dans ma Toyota Corolla de 2017 sur le parking d'un supermarché. Je suis resté là, après, et j'ai pleuré pendant 20 minutes, pas parce que j'étais triste, mais parce que pour la première fois en 9 ans, Antoine Laurent ne tenait plus rien de moi entre ses mains. Il ne le savait tout simplement pas encore. La deuxième raison, c'était mon frère Noé. 13 ans de moins que moi. Silencieux, brillant, le genre de gamin qui lisait des articles entiers sur Wikipédia pour s'amuser sans jamais le dire à personne. Il vivait encore sous le toit de mon père. Si j'avais coupé les ponts à l'époque, Antoine l'aurait puni pour ça. Il aurait vidé le compte épargne de Noé, menacé de le jeter dehors, l'aurait utilisé comme moyen de pression, ou pire, lui aurait fait du mal juste pour me rappeler qu'il en avait le pouvoir. Je ne pouvais pas prendre ce risque. Noé a eu 21 ans l'année dernière. Il est en 2e année à l'université de Lyon grâce à une bourse d'excellence qu'il a obtenue tout seul. Il n'est plus un otage. La 3e raison était un morceau de papier. À 24 ans, j'avais signé une procuration limitée, donnant à mon père l'autorisation de gérer une petite réclamation d'assurance sur ma voiture. Cela semblait inoffensif, temporaire. Je n'avais pas lu les petits caractères avec assez d'attention. Je lui faisais confiance parce qu'il était mon père. Et à 24 ans, ce mot signifiait encore quelque chose pour moi. Antoine a gardé le document original. 3 ans plus tard, je l'ai formellement révoqué. Acte notarié, déposé, documenté. Mais lorsqu'il a soumis sa demande de tutelle au tribunal, il a joint la procuration originale comme si elle était toujours valide, comme si je lui avais déjà volontairement cédé le contrôle par le passé et que j'aurais pu avoir besoin de le faire à nouveau. Il n'a jamais mentionné la révocation. Il l'a dissimulé. Il a menti au tribunal. Ça, je ne le savais pas encore. Pas avant la phase de communication des pièces. Quand on travaille dans les archives, on apprend quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas. Le moment où l'on ouvre un dossier compte tout autant que ce qu'il y a à l'intérieur. Je n'ai pas rompu les liens immédiatement. J'ai attendu. Je me suis préparé. Et quand les 3 chaînes se sont brisées et les prêts étudiants remboursés, Noé financièrement indépendant, la procuration légalement révoquée, Antoine a perdu tous les moyens de pression qu'il avait sur moi. Alors il est passé à l'étape supérieure, au tribunal. Et ça a été son erreur. Parce que vous pouvez ignorer un appel téléphonique, vous pouvez bloquer un numéro, mais une fois qu'un document est déposé au tribunal, il existe d'une manière dont vous ne pouvez pas vous échapper. Il m'a forcé à mener un combat que je ne pouvais pas éviter.
Alors je me suis préparé pour le seul combat dont j'aurais jamais besoin. Voici ce que personne ne vous dit quand vous travaillez dans les archives publiques. Vous passez vos journées entourés par l'anatomie financière d'une juridiction entière. Actes de propriété, certificats de privilège fiscal, avis de saisies immobilières, transfert de fiducie, dossier de succession. Des milliers de documents, année après année, qui passent entre vos mains. La plupart des gens traitaient les documents et passaient à autre chose. Moi, je les traitais et je faisais attention. À 23 ans, j'ai commencé à me renseigner sur les investissements en fonds indiciels. Rien de tape à accent grave-l'œil, rien de spéculatif. L'approche Boglehead. Acheter des parts de l'ensemble du marché. Garder les frais au plus bas. Ne rien toucher. Laisser le temps faire son œuvre. J'ai ouvert un plan d'épargne avec mes 400 premiers euros sur un fonds indiciel MSCI World, et j'ai mis en place des virements automatiques chaque mois, sans faute. Je vivais avec moins de 1100 euros par mois. Studio, riz et haricots, livre de la bibliothèque municipale, une Toyota d'occasion payée comptant. Tout le reste partait dans les investissements. À 25 ans, j'ai commencé à remarquer quelque chose au travail. Les saisies immobilières. Des maisons vendues aux enchères parce que les propriétaires devaient des arriérés d'impôts, parfois juste quelques milliers d'euros. Un après-midi, pendant la pause déjeuner, j'ai vu une maison de 2 chambres à Montreuil mise à prix à 23 000 euros lors d'une vente aux enchères judiciaires. Valeur estimée, plus de 110 000 euros. J'ai fait le calcul sur une serviette en papier, puis je l'ai achetée. J'ai passé mes week-ends à réparer le placo, à repeindre les murs, à remplacer les luminaires à l'aide de tutoriels YouTube et d'une boîte à outils empruntée. 6 mois plus tard, je la louais pour 1 300 euros par mois. Les locataires la gardaient plus propre que je ne l'avais jamais fait. Puis j'en ai acheté une autre. Puis une troisième. Ma collègue, Suzanne Chevalier, avait 63 ans. C'était une ancienne experte comptable qui affirmait que la retraite était ennuyeuse et largement surestimée. Elle travaillait à temps partiel au greffe parce que, selon ses propres mots, il faut bien que quelqu'un garde un œil sur l'honnêteté de ces gens-là. Chemin faisant, elle est devenue bien plus qu'une collègue. Elle est devenue un mentor et, pour être franche, quelque chose de très proche d'un ange gardien. Suzanne m'a appris à lire des états financiers comme un chirurgien étudie une IRM, lentement, avec précision, en cherchant ce que la plupart des gens ne voient pas. Elle vérifiait mes déclarations d'impôts chaque année. Elle certifiait mes documents sans jamais poser de questions inutiles. Et elle n'a jamais suggéré une seule fois que j'étais folle de vivre dans un modeste studio alors que je possédais discrètement 3 propriétés locatives en région parisienne. Personne au travail ne le savait. Je ne conduisais pas de voiture de luxe. Je ne portais pas de vêtements de marque. Mon bureau abritait une pile de dossiers écornés, une tasse de café et un écran fourni par l'administration affichant un tableau de bord de gestion des archives. Si vous jetiez un coup d'œil à mon écran, vous ne verriez que des formalités ordinaires. Vous ne verriez pas le compte-titre que je vérifiais le soir, celui qui cumulait des intérêts composés de façon constante depuis plus d'une décennie. Suzanne était la seule personne à savoir que je possédais plus que ce que mon appartement laissait paraître. Mais même elle ne connaissait pas le chiffre exact. Pas avant que le tribunal ne m'ordonne de le divulguer. Quand j'ai refusé de signer les papiers de mise sous tutelle volontaire, Antoine a changé de tactique. Je reconnais bien là mon père, quand il voulait quelque chose, il n'hésitait pas. En moins d'une semaine, il a lancé une campagne. Pas contre un concurrent, pas contre un entrepreneur rival, mais contre sa propre fille. Il a agi avec l'efficacité d'un homme qui avait passé 30 ans à diriger des chantiers et à aboyer des ordres. Les appels téléphoniques ont commencé. Ma tante Carole, sa sœur aînée, qui s'était effacée devant lui toute sa vie, m'a appelé un jeudi soir. Sa voix s'est adoucie pour prendre ce ton prudent et clinique que les gens utilisent lorsqu'ils pensent que quelqu'un pourrait être instable. Ma chérie, ton père dit que tu traverses une période difficile. Tu sais que tu peux m'en parler, n'est-ce pas? Mon cousin m'a envoyé un texto. J'ai entendu dire que c'était dur en ce moment. Dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Il ne m'avait jamais envoyé de texto de sa vie. Eva était plus stratégique. Elle ne me nommait pas directement. Elle n'en avait pas besoin. Elle postait sur Facebook, quand votre enfant refuse toute aide, tout ce qu'une mère peut faire, c'est prier. Il y a des batailles qu'on ne peut pas mener seul. 87 réactions, 31 commentaires.
Tous louaient son dévouement. Pendant ce temps, mon téléphone vibrait sans arrêt. 14 appels en absence en une journée. Certains familiers, d'autres non. Antoine ne se contentait pas de parler. Il construisait un récit. Hélène est instable. Hélène est isolée. Hélène a besoin d'une intervention. Il préparait le terrain pour ses témoins. Tard le soir, ses propres SMS commençaient. Tu te crois plus intelligente que ton père? Une femme sans mari, sans famille, qui vit dans une boîte. Tu vas le regretter, Hélène. Je ne les ai pas effacés. J'ai fait des captures d'écran de chaque message, avec la date et l'heure, je les ai sauvegardés sur une clé USB étiquetée AL et je les verrouillais dans le tiroir de mon bureau au travail. Puis il s'est passé autre chose, de plus insidieux. Tante Carole a rappelé. Cette fois, son inquiétude semblait répétée. Ton père a mentionné que tu souffrais peut-être de dépression. De dépression sévère. Il veut juste s'assurer que tu reçois de l'aide. C'est là que j'ai réalisé qu'Antoine ne se contentait pas d'appeler les proches, il leur écrivait un scénario. Et puis, le tribunal a fait quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Dans le cadre de la procédure standard de tutelle, le juge a ordonné aux deux parties de soumettre une déclaration financière complète, un inventaire détaillé des actifs, des passifs, des revenus et des dépenses. Un acte de procédure routinier, le genre de paperasse que la plupart des gens redoutent. Pour moi, c'était une invitation. Je me suis assise à ma table de cuisine à Belleville et j'ai lu l'ordonnance 2 fois. Puis, pour la première fois depuis longtemps, j'ai souri. Pas un sourire sarcastique, pas un sourire défensif, un vrai sourire. Il voulait que le tribunal examine mes finances. Très bien, que le tribunal examine mes finances. J'ai sorti le carnet Moleskine noir de mon tiroir. Sa reliure était craquelée par 11 ans d'utilisation. Chaque page était remplie d'une écriture soignée. Date, prix d'achat, solde des comptes, revenus locatifs, totaux trimestriels de mes fonds indiciels. À 20h30 ce soir-là, j'ai appelé Suzanne. Elle a décroché à la 2e sonnerie. Elle le faisait toujours. 30 ans de comptabilité lui avaient appris à ne jamais laisser un téléphone sonner 4 fois. Suzanne, j'ai besoin de ton aide, lui ai-je dit. Je dois tout transformer en une déclaration officielle pour le tribunal. Absolument tout. Il y a eu un silence. Tout, a-elle répété. Tout. Un autre silence. Ça va faire un sacré document. Je sais. Je n'avais jamais fait la somme de tout ça au même endroit auparavant. 11 ans d'investissement discipliné, de croissance composée, de dividendes réinvestis, 3 biens locatifs avec des capitaux propres et des revenus réguliers, mon épargne, ma Toyota de 2017, mon bail. 3 jours plus tard, nous étions assises à la table de la cuisine de Suzanne, fixant le résultat final du tableur. Elle a retiré lentement ses lunettes de lecture et les a posées. Ton père n'en a absolument aucune idée, n'est-ce pas? Non, ai-je répondu doucement. Il n'en a aucune idée. Et honnêtement, j'étais moi-même un peu abasourdi. J'avais été tellement concentré sur le système, épargner, investir, entretenir, répéter, que je n'avais jamais pris de recul pour en voir l'ampleur totale. La richesse grandit silencieusement, comme des racines poussant à travers le béton dans l'obscurité, invisible, inaperçue, jusqu'au jour où elle fait bouger le sol sous vos pieds. Pendant que je compilais la vérité, Antoine construisait autre chose, un mensonge. Lors de la phase de communication des pièces, où les deux parties échangent des preuves avant l'audience, j'ai reçu des copies de ce que son avocat avait soumis au tribunal au nom de mes parents. Il s'appelait maître Daniel Kersan, 50 ans, impeccablement habillé, spécialisé dans les litiges liés aux tutelles et aux successions. Il s'était bâti une réputation au tribunal de Paris pour avoir gagné 12 affaires de tutelle consécutives, impliquant pour la plupart des clients âgés dont les familles voulaient contrôler le patrimoine. Costume sur mesure, stylo main blank, l'assurance calme d'un homme qui n'avait jamais été pris au dépourvu dans une salle d'audience. Il facturait 400 € de l'heure et Antoine le payait avec de l'argent emprunté, de l'argent qu'il n'avait pas, pariant qu'une fois qu'il aurait pris le contrôle de mes biens, il récupérerait chaque euro au centuple. Le dossier que Kersan avait soumis contenait 3 éléments de preuve. Premièrement, une déclaration sous serment signée par Antoine et Eva affirmant que je vivais dans l'isolement, que je refusais tout contact social et que je démontrais une incapacité à assumer les responsabilités fondamentales d'un adulte. C'était de la fiction habillée de jargon juridique, certifié, peaufiné,
livré sans hésitation. Deuxièmement, des lettres de ma tante Carole et d'un ancien voisin, Michel Tessier. La lettre de Carole était émotive et vague. Celle de Michel était presque embarrassante. Il avait vécu à 3 maisons de chez mes parents et ne m'avait pas adressé la parole depuis 6 ans. Antoine les avait clairement briefés tous les deux. Puis il y avait le troisième document, celui qui m'a serré la poitrine, une évaluation psychologique rédigée par le docteur Léonard Bouchard. Selon le rapport, je présentais un retrait social, un dysfonctionnement exécutif et une altération du jugement financier. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai vérifié l'entête. Le docteur Bouchard ne m'avait jamais rencontré, jamais examiné, ne m'avait jamais parlé. L'évaluation entière était basée sur les descriptions fournies par mes parents. Une évaluation psychologique d'une femme sur laquelle le docteur n'avait jamais posé les yeux. J'ai posé le papier et pris mon téléphone. Claire, ai-je dit quand mon avocate a répondu, le rapport psychiatrique. Il ne m'a jamais évalué. Je sais, a-t-elle répondu d'une voix neutre. Ce n'est pas seulement contraire à l'éthique. Cela peut être qualifié d'escroquerie au jugement, et c'est exactement comme ça que nous allons le traiter. Je devrais vous expliquer comment j'ai trouvé maître Claire Valmont. 2 jours après avoir reçu la convocation du tribunal, je suis allé à la bibliothèque publique du Centre Pompidou. Ni chez moi, ni au travail, un endroit neutre, un endroit où personne ne pouvait voir mon historique de recherche. J'ai cherché des avocats spécialisés dans la lutte contre les tutelles abusives. Il n'y en avait pas beaucoup. C'est un domaine très spécifique, le genre de droit auquel la plupart des gens ne pensent jamais jusqu'à ce qu'ils en aient désespérément besoin. Le nom de Claire est apparu dans un article local sur la réforme des tutelles. Elle avait représenté 3 clients adultes dont les familles avaient tenté de prendre le contrôle de leurs finances. Elle avait gagné les 3 procès. Son cabinet était une ancienne boutique convertie, nichée dans une rue calme du centre de Paris, facile à rater si on ne la cherchait pas. Des étagères du sol au plafond, un diplôme de droit encadré au mur, une tasse de thé qui avait clairement refroidi depuis des heures. Elle avait 42 ans, directe, posée, le genre de calme qui vous disait qu'elle avait vu des histoires pires que la mienne. Dites-moi ce qu'ils veulent, a-t-elle dit. Tout, ai-je répondu. Mes comptes bancaires, ma voiture, mon appartement. Et qu'est-ce que vous avez réellement? J'ai posé un dossier sur son bureau. Pas le dossier du tribunal, le mien. Celui que Suzanne et moi avions préparé. Claire l'a ouvert et a feuilleté les pages lentement. J'ai regardé ses yeux bouger ligne par ligne. Pendant 30 secondes, elle n'a rien dit. Puis elle a levé les yeux. Vos parents n'ont aucune idée de tout ça, n'est-ce pas? Mon père ne m'a jamais demandé une seule fois combien je gagnais, ai-je dit. Il part du principe qu'il le sait déjà. Claire s'est adossée à sa chaise. Voici ce que nous allons faire. Premièrement, je vais demander au tribunal de nommer un enquêteur indépendant, quelqu'un qui vous rencontrera réellement au lieu de rédiger un rapport à partir du scénario de votre père. Deuxièmement, nous nous conformons pleinement à l'ordonnance de déclaration financière. Troisièmement, elle a fait une pause, nous ne dévoilons aucune carte avant l'audience. Elle m'a observé pendant un instant. Encore une chose, vérifiez vos antécédents bancaires et vos relevés de crédit ce soir. Auprès de toutes les banques, n'attendez pas. Pourquoi? D'après mon expérience, a-t-elle dit prudemment, quand un parent demande la mise sous tutelle d'un enfant adulte financièrement indépendant. C'est rarement la première limite qu'il a franchie. Je ne comprenais pas encore ce qu'elle voulait dire. Pas tout de suite. Pendant ce temps, Antoine ne limitait pas ses efforts au tribunal. Il façonnait le récit en public. À la paroisse de Versailles, il a dit au groupe de prière des hommes que son aîné souffrait de problèmes mentaux. Il évitait le mot tutelle. Au lieu de cela, il utilisait le mot intervention. Ça sonnait plus doux, plus noble, comme un acte d'amour. Il disait qu'Eva et lui intervenaient avant qu'il ne soit trop tard. 3 hommes ont proposé de prier avec lui. L'un d'eux lui a serré la main et a dit « Tu fais ce qu'il faut, Antoine ». Eva a étendu l'histoire encore plus loin. Elle a appelé d'anciens partenaires commerciaux de mon père, dont certains ne savaient pas encore que l'entreprise était en faillite, et a mentionné avec désinvolture une situation de santé familiale. Elle a contacté des voisins. Elle a contacté des connaissances. Elle a même réussi à joindre l'épouse de l'agent immobilier qui gérait la société d'administration de mon immeuble. Elle jetait un filet très large et les conséquences m'ont rattrapé un jeudi matin.
J'étais à mon bureau en train de traiter un lot de transfert de propriété quand ma supérieure s'est approchée discrètement et m'a demandé si nous pouvions passer dans la salle de réunion un instant. Son ton était bienveillant. Elle a doucement fermé la porte avant de parler. J'ai reçu un appel, a-t-elle dit. Elle n'a pas précisé de qui. Quelqu'un a posé des questions sur votre santé mentale et s'est demandé si cela affectait vos performances. Elle a fait une pause, puis a ajouté prudemment, je suis tenu de demander, y a-t-il quelque chose dont les ressources humaines devraient être informées? J'ai croisé son regard. Mes parents ont déposé une demande de mise sous tutelle. Je la conteste. Elle est sans fondement. Mon travail n'a pas été affecté et ne le sera pas. Elle a hoché la tête, a noté quelque chose, et m'a laissé retourner à mon bureau. Mais l'atmosphère avait changé. 2 collègues m'ont regardé différemment dans le couloir. Quelqu'un avait vu la publication d'Eva sur Facebook. Le récit se propageait exactement comme Antoine l'avait prévu. Puis ce fut au tour du propriétaire. Antoine avait contacté l'agence de gestion de mon immeuble, exprimant son inquiétude quant à la capacité de sa fille à conserver un logement stable. Mon propriétaire, un homme honnête qui n'avait jamais reçu la moindre plainte à mon sujet, a appelé pour prendre des nouvelles. Il n'a pas menacé de ne pas renouveler le bail. Il n'en a pas eu besoin. Je voulais juste m'assurer que tout allait bien, a-t-il dit. Antoine démantelait ma vie de l'extérieur. Mon employeur, mon logement, ma réputation, brique par brique. Et il croyait le faire à quelqu'un qui n'avait ni ressources, ni alliés, ni options. Ce soir-là, j'ai suivi les conseils de Claire. J'ai vérifié mes dossiers bancaires et d'incidents de crédit. Je me suis assise à ma table de cuisine dans le silence, mon ordinateur ouvert, un verre d'eau à côté de moi auquel je n'ai jamais touché. La première page s'est chargée. Tout semblait normal. Mes cartes bleues, mon assurance auto, mon historique de location, tout était propre, organisé, et à moi. Puis j'ai fait défiler la page. 2 comptes de cartes de crédit que je n'avais jamais ouverts. Une Visa, une Mastercard, ouverte 14 et 11 mois plus tôt. Solde combiné, 42 700 €. Des adresses de facturation que je ne reconnaissais pas, sauf une qui correspondait à une boîte postale qu'Antoine avait utilisée pour son entreprise. J'ai continué à faire défiler. Un crédit hypothécaire. 140 000 €. Contracté sur mon 2e bien immobilier locatif à Argenteuil, ouvert 9 mois auparavant. La demande portait mon nom, mon numéro de sécurité sociale et une signature qui n'était pas la mienne. Je suis resté immobile. Mes parents n'avaient pas demandé la tutelle pour prendre le contrôle de mes finances. Ils étaient déjà dedans. Utilisant les informations d'une procuration que j'avais révoquée 3 ans plus tôt. Antoine avait conservé le document original, l'avait présenté comme actif et s'en était servi pour obtenir des crédits à mon nom, injectant de l'argent emprunté dans une entreprise déjà en train de s'effondrer. En additionnant le tout carte de crédit, prêt hypothécaire, intérêts, frais, l'exposition totale s'élevait à 389 420 €. J'ai appelé Claire à 23h15. J'ai trouvé, ai-je dit. Ma voix était plus stable que je ne l'espérais. 2 cartes de crédit frauduleuses, un prêt hypothécaire avec une fausse signature, près de 400 000 €. Il y a eu un bref silence à l'autre bout du fil. C'est de l'usurpation d'identité, a-t-elle dit doucement. Et c'est exactement pour ça qu'ils ont besoin de la tutelle. Ils essaient de légaliser rétroactivement ce qu'ils ont déjà fait illégalement. Que faisons-nous? Nous pouvons le signaler à la police immédiatement. Non. Le mot a franchi mes lèvres plus vite que je ne le pensais. Pas encore. Elle a fait une pause. Hélène, c'est un risque. Je comprends le risque. Je comprends aussi mon père. J'ai fixé la fenêtre sombre au-dessus de mon évier. Il a besoin de l'entendre lu à voix haute, acté au dossier, dans une pièce d'où il ne peut pas sortir. C'est le seul langage qu'il ait jamais respecté. Un autre silence. Très bien, a dit Claire. Alors nous commandons un audit financier légal, par un cabinet d'expertise comptable indépendant, entièrement documenté et recevable en justice. Nous le joindrons en tant que pièce supplémentaire à votre déclaration de patrimoine. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans le noir pendant un long moment. Le robinet fuyait. Le radiateur claquait. Et quelque part à Versailles, dans une maison de 4 chambres avec un avis de saisie immobilière caché dans un placard,
Antoine Laurent dormait profondément, convaincu que sa stratégie fonctionnait. 3 semaines avant l'audience, l'enquêtrice nommée par le tribunal est arrivée. Elle s'appelait Patricia Garel, 55 ans. Les cheveux gris coupés courts, d'une neutralité professionnelle qui donnait envie de dire la vérité parce qu'on sentait qu'elle avait déjà entendu tous les mensonges possibles. Le tribunal l'avait chargée de déterminer si j'étais incapable de gérer ma propre vie. Elle s'est tenue sur le pas de la porte de mon studio de 40 mètres carrés et a observé. Propre, organisé, lit fait, vaisselle lavée, facture soigneusement classée, tout à jour. Puis-je entrer ? Bien sûr. Elle est restée 90 minutes. Elle m'a posé des questions sur mon travail, ma routine, ma vie sociale, mes finances. Les questions étaient prudentes, conçues pour faire ressortir la confusion, l'instabilité, les contradictions. J'ai répondu simplement. Je lui ai parlé de mon travail aux archives, des livres que je lisais, des plats à la mijoteuse que je préparais la semaine, de mes promenades le dimanche matin dans le quartier. Elle a tout noté. Puis elle m'a interrogé sur mes parents. Ils pensent que vous ne pouvez pas gérer votre vie. Oui. Et vous n'êtes pas d'accord ? Oui. Elle m'a regardé fixement. Pourquoi pensez-vous qu'ils ont déposé cette requête ? J'ai soutenu son regard et, pour la première fois, je l'ai dit à voix haute, il faudrait leur demander. Patricia a rencontré Antoine et Eva la semaine suivante. Claire m'a raconté plus tard comment cette réunion s'était déroulée. Antoine avait monopolisé la conversation, interrompu Eva plus d'une fois, s'était penché en avant, la voix tendue par une irritation visible. Elle a 34 ans, avait-il dit en tapant du doigt sur la table. Elle vit dans une boîte. Pas de mari, pas d'enfant, pas d'avenir. C'est normal, ça, pour vous ? Eva, bien sûr, a pleuré. Elle pleurait toujours. Le rapport de Patricia serait déposé avant l'audience. Je ne savais pas ce qu'elle avait écrit, mais lorsqu'elle a quitté mon appartement, elle s'est arrêtée à la porte, a jeté un coup d'œil à ma bibliothèque, épaisse de 3 rangées, moitié finance, moitié littérature. Puis s'est retournée vers moi avec une expression que je n'arrivais pas vraiment à déchiffrer. Merci, Hélène, a-t-elle dit doucement. J'ai ce qu'il me faut. Et elle m'a adressé le plus léger des sourires. 3 jours avant l'audience, à 23h47, mon téléphone s'est allumé sur la table de nuit. Papa. J'ai failli laisser sonner, mais quelque chose en moi, la part qui attendait ce moment depuis 11 ans, a décroché. Hélène. Sa voix était basse, contrôlée, le ton qu'il utilisait quand il voulait asseoir son autorité sans élever la voix. Tu dois retirer ton opposition. Signe la tutelle volontaire. Ta mère en est malade. Je porte des dettes que tu ne peux pas imaginer. Tu es notre fille. Tu as des obligations. J'ai déjà dit non, ai-je répondu. Je le redirai au tribunal. Il y a eu une faille dans son sang-froid. Tu penses que tu peux me défier devant un juge ? Tu penses que quelqu'un va prendre ton parti ? Tu es une femme qui trie du papier dans un bureau de l'administration, Hélène. C'est tout ce que tu as jamais été. J'ai laissé le silence s'étirer. 2 secondes. 3. Tu vas voir ce qu'une femme qui trie du papier peut faire. Bonne nuit, papa. J'ai raccroché. Sur ma table de cuisine, le dossier de déclaration rempli m'attendait. 40 pages marquées d'onglets jaunes. Chaque chiffre vérifié, chaque document certifié. Claire avait confirmé que l'audit financier était terminé. Le cabinet d'experts comptables indépendants avait retracé chaque transaction non autorisée, documenté la fausse signature du crédit hypothécaire, identifié les demandes frauduleuses de cartes de crédit, et les avait reliées directement à Antoine et Eva Laurent. Tout était prêt. L'audience était mardi matin. 72 heures. Je suis resté éveillé à fixer le plafond tandis qu'un lampadaire dessinait un rectangle pâle sur le plâtre. Je n'avais pas peur. Pas comme je l'avais été à 22 ans, fixant un prêt avec garant comme un boulet à ma cheville. C'était différent. C'était l'immobilité avant quelque chose d'irréversible. 3 jours. 3 jours et ça s'arrêterait. D'une manière ou d'une autre. Si vous êtes déjà resté éveillé la nuit en sachant que les personnes censées vous protéger sont celles qui menacent de détruire votre vie, alors vous comprenez cette étape. Maintenant, laissez-moi vous emmener à ce fameux mardi. Mardi, 8h45.
Tribunal judiciaire de Paris, pôle civil. Je suis arrivé en avance. Je n'ai jamais été en retard à quoi que ce soit dans ma vie, et je n'allais pas commencer avec l'audience qui déterminerait si je conservais le contrôle de ma propre existence. Je portais une chemise bleu clair, un pantalon sombre, des chaussures plates, aucun bijou à l'exception d'une simple montre-bracelet, très peu de maquillage. Je ressemblais exactement à ce que j'étais, une employée du greffe un jour de congé. Rien d'extravagant, rien de sur la défensive. La salle d'audience était plus petite que ce que les gens imaginent. Des murs boisés, des néons bourdonnant faiblement au-dessus de nos têtes, 2 tables faisant face au juge, une galerie d'environ 20 places, pour la plupart vides. Antoine et Eva étaient déjà assis à la table de gauche. Mon père portait un costume gris anthracite que je ne lui avais jamais vu, neuf ou emprunté, ou acheté sur une ligne de crédit qu'il ne pouvait pas se permettre. Son dos était parfaitement droit. Eva était assise à côté de lui en bleu marine, serrant un mouchoir comme un accessoire de théâtre. Entre eux était assis maître Daniel Kersan, ordinateur portable ouvert, stylo main blank débouché, des boutons de manchette en argent accrochant la lumière. Il ressemblait à un homme qui avait déjà rédigé sa plaidoirie finale. Derrière eux, tante Carole était assise au premier rang, les mains croisées. Michel Tessier s'agitait inconfortablement à côté d'elle. Je me suis dirigé vers la table de droite et me suis assise à côté de Claire Valmont. Claire portait un blazer sombre, aucun accessoire, sa mallette fermée. Elle n'a pas jeté un regard de l'autre côté de l'allée. Elle n'en avait pas besoin. Sur notre table reposait une pochette en plastique transparent, 40 pages, des onglets jaunes. J'ai levé brièvement les yeux. Les doigts d'Antoine tapotaient la table. Lent, rythmique, une habitude de mon enfance. Il faisait toujours ça quand il se sentait certain, quand il croyait que l'issue était déjà décidée. J'avais regardé ses doigts tapoter pendant 34 ans. L'huissier a réclamé le silence. Le juge Raymond Castin a pris place. 57 ans, les cheveux argentés, connu pour 2 choses, son impartialité et sa tolérance zéro pour la perte de temps. Dans l'affaire Laurent contre Laurent, a annoncé le greffier, demande d'ouverture d'une mesure de tutelle. Ça commençait. Daniel Kersan s'est levé le premier. Il a boutonné sa veste avec une aisance calculée et s'est approché du pupitre. Monsieur le juge, a-t-il commencé, la voix mesurée et posée. Nous sommes ici aujourd'hui par véritable inquiétude pour le bien-être d'Hélène Laurent, 34 ans. Mademoiselle Laurent vit seule dans un studio, maintient un engagement social minime, gagne un revenu modeste en tant qu'employée aux archives, et sur une période prolongée. A démontré une incapacité à établir ou à maintenir le type de stabilité personnelle et professionnelle qui reflète un jugement sain et une autonomie. Il a fait une pause délibérée. Ses parents, Antoine et Eva Laurent, ne sont pas ici en tant qu'adversaires, a-t-il dit avec fluidité. Ils sont ici en tant que parents, des parents inquiets. Ils ont vu leur fille se retirer de la famille, de la société, de toute opportunité. Ils croient sincèrement que la tutelle est l'intervention la plus bienveillante possible. Bienveillante. C'était le mot qu'il avait choisi. Il a présenté les déclarations sous serment. Celle d'Antoine était clinique, mesurée, le portrait d'une inquiétude paternelle stoïque. Celle d'Eva était émotive et tremblante, remplie de phrases comme « je crains pour sa sécurité » et « l'impuissance d'une mère ». Puis vinrent les lettres de tante Carole et de Michel Tessier. Nous nous inquiétons juste pour elle. Elle reste dans son coin. Ce n'est pas normal. Kersan a brandi le rapport du docteur Léonard Bouchard à 2 mains pour que le juge puisse voir l'entête officielle. Une évaluation psychologique agréée, monsieur le juge, concluant que mademoiselle Laurent présente des marqueurs compatibles avec une altération des fonctions exécutives et une capacité diminuée en matière de gestion financière indépendante. Eva a tamponné ses yeux pile au bon moment. Antoine est resté rigide, son expression soigneusement arrangée pour ressembler à de la douleur, mais pour quiconque le connaissait vraiment, c'était du contrôle. Kersan est retourné à sa place, a rebouché son stylo main blank et a griffonné une note. Il a jeté un coup d'œil de l'autre côté de l'allée vers moi, méprisant. Son regard disait tout, c'est une employée de l'administration. Elle n'a rien. J'ai écouté chaque mot, incapable, isolé, inapte à gérer. La performance d'Eva avec le mouchoir, l'inquiétude répétée de Carole, le témoignage vague de Michel Tessier expliquant que je ne sortais pas beaucoup il y a 6 ans, quand j'avais 28 ans et que je passais mes week-ends à rénover une maison dont il ignorait l'existence.
J'ai écouté alors que ma vie était présentée comme un échec. Un studio, une vieille voiture, un emploi de fonctionnaire, une femme seule. Sous la table, mes mains étaient serrées. Pas de colère, de retenue. 11 ans de retenue compressés en une seule matinée. La main de Claire a frôlé légèrement mon avant-bras. Pas encore, a-t-elle murmuré sans tourner la tête. Presque. J'ai regardé mon père. Il ne regardait pas Kersan. Il ne regardait pas le juge. Il me regardait. Et dans ses yeux, j'ai vu ce que j'avais vu toute ma vie. De la certitude. Pas la certitude qu'il avait raison. Il ne remettait jamais cela en question. La certitude que le monde était organisé de la manière dont il le croyait. Que les filles devaient rester petites. Que l'autorité primait. Que la voix la plus forte possédait la pièce. Il n'a pas scié. Moi non plus. Inspiration, j'ai baissé les yeux pendant 3 secondes. Inspire. Expire. Puis j'ai redressé le dos, posé les 2 paumes à plat sur la table et regardé droit devant moi. Mon père m'a appris quelque chose qu'il n'avait jamais eu l'intention de m'enseigner. Quand vous grandissez en étant sous-estimé, vous vous préparez à tout, parce que vous savez que personne ne vous donnera de seconde chance. Le dossier était posé entre Claire et moi. Des onglets jaunes, 40 pages, chaque chiffre vérifié. Antoine avait apporté un récit. J'avais apporté des preuves documentaires. Le juge Raymond Castin s'est tourné vers notre table. Maître Valmont, la partie défenderesse souhaite-t-elle présenter une réponse? Claire s'est levée et a boutonné son blazer. Oui, monsieur le juge. Nous aimerions commencer par le rapport de l'enquêtrice mandatée par le tribunal. Elle ne s'est pas pressée. Elle n'a pas dramatisé. Elle a simplement demandé au tribunal de lire les conclusions de Patricia Garel, l'enquêtrice indépendante chargée de m'évaluer. Le greffier a ouvert le rapport scellé et a commencé à lire le résumé pour l'inscrire au procès-verbal. L'enquêtrice a mené une évaluation en personne de 90 minutes au domicile de la défenderesse. La défenderesse a démontré une pleine capacité cognitive, y compris une articulation claire de ses responsabilités financières, des antécédents professionnels constants, des conditions de vie organisées. Et aucun indicateur clinique d'altération du jugement ou de dysfonctionnement exécutif. De l'autre côté de l'allée, Antoine a décroisé les jambes, puis les a recroisées. L'enquêtrice note en outre que la description faite par les demandeurs qualifiant la défenderesse de socialement isolée et incapable de maintenir des relations est incompatible avec ses antécédents professionnels stables depuis 11 ans. Son environnement domestique structuré et sa présentation éloquente. Kersan a cessé d'écrire. Son man blank flottait au-dessus de son bloc-notes. Et enfin, a poursuivi le greffier, l'évaluation psychologique soumise par les demandeurs a été rédigée par le docteur Léonard Bouchard, qui n'a aucun dossier attestant d'un examen direct de la défenderesse. L'évaluation semble avoir été basée uniquement sur les informations fournies par les membres de la famille, ce qui soulève d'importantes préoccupations éthiques et probatoires. L'atmosphère de la pièce a basculé. Ce n'était pas bruyant. Ce n'était pas spectaculaire. Mais l'air avait changé. Le juge Castin a levé lentement les yeux du rapport. Il a regardé Kersan, puis Antoine, puis est revenu au document. Maître Kersan, a-t-il dit calmement. Étiez-vous au courant que le docteur Bouchard n'avait procédé à aucune évaluation clinique directe de la défenderesse? Kersan a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Monsieur le juge, le docteur Bouchard est un professionnel agréé. Ce n'était pas ma question. Le ton du juge était calme. Précis. Étiez-vous au courant qu'aucun examen n'avait eu lieu? Kersan a hésité. J'avais l'impression qu'une évaluation avait été complétée. Nous y reviendrons, a dit le juge en prenant une note. Maître Valmont, poursuivez. Le mouchoir d'Eva avait cessé de bouger. Les doigts de tante Carole se crispaient fortement les uns contre les autres. Et pour la première fois de la matinée, les doigts d'Antoine ne tapotaient plus la table. L'élan avait changé de camp. Claire a laissé le silence s'installer avant de reprendre la parole. Monsieur le juge, nous souhaitons maintenant soumettre la déclaration de patrimoine ordonnée par le tribunal, préparée en totale conformité avec vos directives et vérifiée par une expertise indépendante lorsque cela était requis. De plus, nous joignons une pièce supplémentaire directement liée à la motivation sous-jacente de cette requête. Elle a tendu la pochette transparente au greffier, la même pochette qui reposait sur notre table depuis 8h45.
Onglet jaune, 40 pages. Le greffier l'a apporté au bureau du juge. Le juge Castin l'a accepté sans expression et a commencé à tourner les pages. Il s'est arrêté, est revenu en arrière, a relu. De l'autre côté de l'allée, Kersan s'est penché vers Antoine et a chuchoté quelque chose. Antoine a secoué la tête d'un air méprisant, les lèvres bougeant à peine, elle n'a rien. Claire s'est de nouveau levée. Monsieur le juge, nous demandons respectueusement que le tribunal fasse lire l'inventaire des biens pour l'inscrire au procès-verbal, comme il est d'usage dans les procédures de tutelle contestées. Le juge Castin a fait un bref signe de tête. Allez-y. Le greffier, un homme d'une cinquantaine d'années avec un baryton assuré qui donnait à chaque phrase un ton irrévocable, a ouvert le dossier au premier onglet jaune. J'ai regardé mon père une dernière fois avant que ça ne commence. Il était adossé à sa chaise, les jambes croisées, une main reposant nonchalamment sur la table, posé, certain, encore certain. Dans son esprit, il s'agissait d'une procédure formelle, un résumé financier de routine d'une femme de 34 ans qui vivait dans un studio et conduisait une vieille Toyota. Il était sur le point de découvrir à quel point cette image était incomplète. Le greffier s'est éclairci la gorge. Mais avant de vous dire ce qu'il a lu, je dois vous emmener à la nuit précédant l'audience. 21h43. Mon téléphone a sonné. Pas Antoine, pas Eva. Un numéro de Lyon. Noé. Sa voix était basse, contrôlée, la façon dont il parle quand il essaie de se calmer. Je sais pour demain, a-t-il dit. J'ai pris un billet de train. Je serai là à 8 heures. Tu n'es pas obligé de faire ça. Si, je le dois. Je pouvais entendre le couloir du dortoir derrière lui. De la musique à travers un mur. Des rires au loin. Hélène. J'ai entendu papa la semaine dernière. Il était dans le garage avec la porte entr'ouverte. Il pensait être seul. Ma poitrine s'est serrée. Il a dit, ce sont ses mots, elle a probablement 30 ou 40 000 de côté. Ça couvrira quelques mois. Une fois que la tutelle sera actée, je vends sa voiture, je règle l'histoire de l'appartement et je restructure tout. La voix de Noé s'est durcie. Il n'a pas utilisé ton prénom, a-t-il dit. J'ai pressé ma paume à plat contre la table de la cuisine. Et il y a autre chose, a dit Noé. J'ai tout enregistré. L'intégralité. 18 minutes. Je me suis figé. J'ai vérifié, a-t-il continué rapidement. La loi française est stricte, mais s'agissant de prouver une infraction pénale au sein de la famille pour te protéger, un juge peut l'entendre. J'étais présent. Pour la première fois depuis des mois, la pression dans ma poitrine s'est relâchée. Je n'étais pas seul. Tu m'as protégé depuis que j'ai 7 ans, a-t-il dit. J'en ai 21 maintenant. C'est mon tour. 6h15. Le matin de l'audience. Une lumière grise filtrait par la fenêtre de la salle de bain. Reniflement, je me tenais devant le miroir en boutonnant ma chemise. Pas de grand discours, pas de moment dramatique, juste une femme s'habillant pour le jour le plus important de sa vie d'adulte. Mon téléphone a vibré. Claire. Ordre des opérations, a-t-elle dit immédiatement. Strictement professionnel. Premièrement, le rapport de Patricia Garel. Établir la compétence. Discréditer l'évaluation psychiatrique. Deuxièmement, l'inventaire des biens. Démontrer l'indépendance financière à long terme. Troisièmement, a-t-elle fait une pause, l'audit financier légal, usurpation d'identité, prêt hypothécaire falsifié, carte de crédit frauduleuse. C'est ce à quoi ils ne s'attendent pas. Enfin, ce à quoi personne ne s'attend. Quand ça arrivera au procès-verbal, a-t-elle poursuivi, vous ferez une seule chose. Restez assise. Restez silencieuse. Laissez les documents parler. J'ai failli sourire. Je laisse les documents parler depuis le début de ma carrière. Une brève pause. J'ai pu entendre une pointe d'approbation dans sa voix. C'est juste. Encore une chose. Votre frère est dans un train. Si nous avons besoin de lui, l'enregistrement prouve le mobile. Un père cherchant à contrôler les finances de sa fille pour couvrir ses propres dettes, ce n'est pas de l'inquiétude. C'est de l'exploitation. J'avais fini de m'habiller, glissé le dossier de 40 pages dans mon sac à côté d'une bouteille d'eau. À un croisement, je m'étais arrêté à un feu rouge.
J'avais regardé le siège passager, le dossier, la bouteille d'eau. 11 ans de préparation contenus dans un classeur en plastique à 2 €. Le feu était passé au vert. De retour dans la salle d'audience, le greffier a ouvert le dossier. Actif numéro 1, a-t-il commencé, la voix égale est posée. Il n'y a pas eu de cri de surprise. Ce n'était pas un film. Ce qui a rempli la pièce, à la place, c'était quelque chose de plus lourd. Un silence qui avait du poids. Le stylo de Kersan a touché son bloc-notes, mais n'a pas bougé. Le mouchoir d'Eva a glissé de ses doigts pour tomber sur ses genoux. Antoine s'est penché lentement en avant, comme s'il avait mal entendu et attendait une correction. Le juge Castin a baissé les yeux sur la page, puis m'a regardé, puis a regardé Antoine, puis est revenu à la page. Sa posture a changé presque imperceptiblement. Le redressement subtil d'un juge réalisant que l'affaire qu'il a devant lui n'est pas celle qu'on lui a présentée. Antoine s'est tourné vers Kersan. Il n'a pas chuchoté. Il n'a jamais appris à le faire. C'est faux, a-t-il dit sèchement. Il y a une erreur. Où est-ce qu'elle aurait? Elle travaille aux archives. Vérifiez le chiffre. Ça ne peut pas être exact. Kersan n'a pas vérifié le chiffre. Il fixait le document dans la main du juge. Pour la première fois de la matinée, son stylo main blank est resté immobile. À côté de moi, Claire est restée parfaitement impassible. Je suis resté parfaitement impassible. Nous étions d'accord. Aucune réaction. Laissez les chiffres parler. Le greffier a jeté un coup d'œil au juge. Le juge Castin a fait un petit signe de tête. Continuez. Actif numéro 2. Le greffier a tourné la page. 3 biens immobiliers locatifs résidentiels détenus exclusivement au nom d'Hélène Marie Laurent. Il a lu chacun d'eux attentivement. Adresse, date d'achat, valeurs estimées, chacune vérifiée par un expert indépendant. Une résidence de 2 chambres à Montreuil, acquise aux enchères sur saisie immobilière il y a 11 ans pour 23 000 €. Valeur estimée actuelle, 185 000 €. Antoine n'a pas bougé. Une propriété de 3 chambres à Argenteuil, achetée il y a 5 ans pour 61 000 €. Valeur estimée actuelle, 340 000 €. La mâchoire de Kersan s'est contractée. Un duplex à Créteil, acheté il y a 3 ans pour 92 000 €. Valeur estimée actuelle, 365 000 €. Le greffier a fait une brève pause avant de poursuivre. Valeur totale estimée du patrimoine immobilier, 975 000 €. Revenus locatifs annuels cumulés, 54 000 €. Kersan a lentement fermé son ordinateur portable. Il a posé ses 2 mains à plat sur la table. Il ne regardait pas Antoine. Il ne regardait personne. Il calculait. Pas des mathématiques financières. Des mathématiques professionnelles. Quelle était la profondeur du trou? Si on pouvait y survivre. Le visage d'Antoine a pris une expression que je ne lui avais jamais vue auparavant. Pas de la colère, pas du contrôle, quelque chose de plus proche du vertige. Sa fille. Celle qu'il avait décrite comme incompétente, celle qui vivait dans une boîte, possédait 3 propriétés. Il avait perdu sa maison. J'en possédais 3. Eva ne pleurait plus. Elle fixait l'arrière de la tête d'Antoine avec un regard que j'ai reconnu instantanément. Le recalcul. Quand le scénario s'effondre, elle en écrit un nouveau. Dans la galerie, tante Carole était assise parfaitement immobile, les mains à plat sur les cuisses. Michel Tessier fixait la sortie. Le juge Castin a parlé doucement. Continuez. Le greffier est passé au 3e onglet. Actif numéro 3, documents supplémentaires. Rapport d'audit financier légal indépendant préparé par le cabinet d'expertise comptable Hargrove & Dunn. Sa voix est restée égale. Elle n'avait pas besoin d'emphase. Conclusion. Entre janvier de l'année précédente et septembre de l'année en cours, Antoine Laurent et Eva Laurent ont exécuté des transactions financières non autorisées totalisant 389 420 € en utilisant les informations d'identification personnelle d'Hélène Marie Laurent. Il a continué, les transactions incluent 2 comptes de carte de crédit ouverts par le biais d'une usurpation d'identité. Solde cumulé, 42 700 €. Un crédit hypothécaire d'un montant de 140 000 € obtenu en utilisant une procuration révoquée et portant une signature falsifiée. Retrait supplémentaire non autorisé,
transfert de solde et frais associés totalisant 26 720 €. Le juge Castin a levé la main. Stop. Le greffier s'est tu. Le juge a fixé la page pendant plusieurs secondes. Puis il a retiré lentement ses lunettes et les a posées sur son bureau. Il a regardé Antoine, Eva, puis Daniel Kersan, dont le visage avait blêmi. La sécurité, a dit calmement le juge Castin. Pas crier. Pire, maîtriser. 2 agents sont entrés par la porte latérale et se sont positionnés près de la sortie. Antoine s'est levé d'un bond, sa chaise raclant bruyamment le sol. C'est un malentendu, monsieur le juge. Je suis son père. Monsieur Laurent, a dit le juge d'une voix égale. Asseyez-vous. Antoine s'est assis. Ses mains tremblaient maintenant, ces mêmes mains qui tapotaient de confiance quelques minutes plus tôt. Le visage d'Eva s'était vidé de son sang. Le mouchoir gisait oublié à ses pieds. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas parlé. J'ai laissé les documents faire ce que les documents font de mieux. Ils ont dit la vérité. La porte de la salle d'audience s'est ouverte à nouveau. Cette fois, ce n'était pas la sécurité. Noé. Il portait un sweat à capuche de l'université de Lyon et un jean. Son sac à dos sur une épaule. Un jeune de 21 ans qui avait voyagé en train toute la nuit pour être là parce qu'il le fallait. Ses yeux ont trouvé les miens. J'ai fait le plus petit signe de tête possible sans craquer. Claire s'est levée. Monsieur le juge, nous avons un témoin supplémentaire. Noé Laurent, 21 ans, fils des demandeurs. Ah. Antoine s'est tordu sur sa chaise. Noé, qu'est-ce que tu... Il s'est arrêté, a jeté un coup d'œil au juge, a baissé la voix. Qu'est-ce que tu fais ici? Noé ne lui a pas répondu. Il s'est dirigé vers la barre des témoins, a pris place et a fait face directement au juge Castin. Monsieur le juge, a-t-il commencé, concentré, malgré l'épuisement sur son visage. Il y a une semaine, j'ai surpris mon père en train de parler au téléphone avec son avocat depuis le garage de notre maison familiale. J'étais dans la cuisine adjacente. Il ne savait pas que j'étais présent. Il a sorti une feuille de papier pliée de sa poche, une transcription imprimée. Mon père a déclaré, et je cite, « Elle a probablement 30 ou 40 000 de côté. Ça couvrira quelques mois. Une fois que la tutelle sera actée, je vends sa voiture, je règle l'histoire de l'appartement, et je restructure. » La pièce était silencieuse. Il a parlé de ma sœur en disant la fille. Il a aussi dit, « Obtenez-moi juste la signature. » Elle ne se battra pas. Elle n'en aura pas le courage. Pour la première fois, Noé a regardé Antoine. Papa n'a pas déposé cette demande parce qu'il s'inquiète pour Hélène, a-t-il dit clairement. Antoine s'est jeté en avant sur sa chaise. Noé, tu trahis ta famille. Le marteau a claqué contre le bureau. Monsieur Laurent, a dit sèchement le juge Castin. Encore un mot et je vous fais poursuivre pour outrage à magistrat. Est-ce clair? La bouche d'Antoine s'est ouverte. Puis fermée. Il s'est enfoncé dans son siège, les mains agrippées aux accoudoirs. La montre polie à son poignet a accroché la lumière fluorescente une dernière fois. À la barre, Noé s'est tourné vers moi. Ses yeux étaient vitreux, mais sa voix n'a pas tremblé. Je suis désolé de ne pas l'avoir dit plus tôt, Hélène. J'ai serré les lèvres. Je ne pouvais pas parler, mais j'ai soutenu son regard et j'ai espéré qu'il comprenait qu'il n'y avait rien à pardonner. Le juge Castin a de nouveau retiré ses lunettes, les plaçant soigneusement sur le bureau. La salle d'audience était complètement immobile. La sécurité aux portes. Antoine pétrifié sur sa chaise. Eva sans mouvement. Daniel Kersan, son ordinateur portable fermé, fixant un poing sur la table comme s'il souhaitait y disparaître. Le tribunal a entendu suffisamment de preuves pour statuer, a commencé le juge Castin, chaque mot délibéré. Premièrement, la demande de mise sous tutelle d'Hélène Marie Laurent est rejetée. Il n'y a aucune preuve crédible, aucune, que la défenderesse manque de capacité à subvenir à ses besoins ou à gérer ses finances. Il a fait une pause. Au contraire, les preuves présentées démontrent un niveau de discipline et de compétences financières que beaucoup d'adultes, y compris ce tribunal, considéreraient comme exceptionnels. Les mots se sont déposés sur la pièce. Deuxièmement, l'évaluation psychologique soumise par les demandeurs, rédigée par le docteur Léonard Bouchard,
a été préparé sans examen direct de la défenderesse. Ce tribunal considère que ce document est, au mieux, d'une négligence gravée, au pire, une tentative délibérée de tromperie. L'affaire sera transmise au Conseil national de l'Ordre des médecins pour enquête. La mâchoire d'Antoine s'est crispée. Troisièmement, a poursuivi le juge en se penchant légèrement en avant. L'audit financier légal joint à la déclaration de la défenderesse établit des preuves flagrantes d'usurpation d'identité, de fraude financière et d'utilisation abusive d'une procuration révoquée pour obtenir un crédit au nom d'une autre personne. Il ne s'agit pas d'affaires civiles. Il a regardé directement mes parents. Ce sont des affaires pénales. Il s'est tourné vers le greffier. J'ordonne que l'intégralité du dossier de cette procédure, ainsi que l'audit financier et les pièces justificatives, soient transmis au bureau du procureur de la République de Paris pour l'ouverture d'une enquête pénale. Puis il est revenu vers eux. Monsieur et Madame Laurent, vous n'êtes pas autorisés à quitter le territoire jusqu'à nouvel ordre. Comprenez-vous? Antoine n'a pas répondu. Eva a fait un très léger signe de tête. Le marteau est tombé. L'audience est levée. Le son a résonné contre les murs boisés et les néons bourdonnants, indifférents, mécaniques, continuant comme le font toujours les systèmes. Antoine fixait ses chaussures cirées. La salle d'audience dans laquelle il était entré en s'attendant à tout contrôler venait de se transformer en quelque chose de complètement différent. J'avais imaginé ce moment pendant des années. Ça ne ressemblait pas à une victoire. J'ai eu l'impression d'enfin expirer après avoir retenu mon souffle pendant 11 ans. À l'extérieur, les sols en granit du couloir amplifiaient chaque pas. Claire marchait à ma gauche. Noé quelques pas derrière. Hélène. Elle. À voix d'Antoine. Il venait vers nous rapidement. La veste de son costume était maintenant déboutonnée. Sa cravate desserrée. Son sang-froid s'effilochait. Kersan s'était déjà éclipsé vers les ascenseurs. Tu dois arrêter ça, a dit Antoine. Le transfert au procureur. Dis à ton avocate de le retirer. Je suis ton père. Un agent de sécurité s'est approché. Claire s'est placée légèrement devant moi. Monsieur Laurent, ma cliente n'a aucune obligation de vous parler. Je vous suggère fortement de garder vos distances. Il l'a ignoré. Ses yeux étaient fixés sur moi. Pas autoritaire, pas furieux. Désespéré. C'était la première fois de ma vie que je voyais Antoine Laurent avoir l'air désespéré. Ce n'était pas satisfaisant. C'était épuisant. Il s'est tourné vers Noé. Fils, tu ne comprends pas. Ils t'ont manipulé. Ta sœur. Arrête, a dit Noé doucement. Eva a tendu la main vers mon bras. Ses doigts ont frôlé ma manche. Froid, tremblant. Hélène, s'il te plaît. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je me suis arrêté, me suis tourné vers elle, et j'ai dit la vérité la plus simple que j'avais, maman, tes excuses n'effacent pas 389 420 € de transactions non autorisées à mon nom. C'est d'un avocat dont tu as besoin maintenant, pas de moi. Je me suis retourné vers les portes vitrées. Le granit sous mes chaussures. Claire à mes côtés, Noé derrière moi. La lumière du soleil se déversait par la sortie comme quelque chose qui s'ouvrait. Je n'ai pas regardé en arrière. Il n'y avait plus rien derrière moi dont j'avais encore besoin. Le système a bougé lentement au début, puis tout d'un coup. 2 semaines plus tard, le procureur de la République a officiellement ouvert une enquête. Antoine a été mis en examen pour 3 délits majeurs, usurpation d'identité, escroquerie financière et faux et usage de faux devant un tribunal. Eva a été mise en examen pour complicité. Le docteur Léonard Bouchard a reçu une notification de l'Ordre des médecins l'informant que sa licence était suspendue en vue d'une radiation pour avoir délivré une évaluation clinique sans examen. Le site internet de son cabinet a été mis hors ligne le mois suivant. Daniel Kersan n'a pas fait face à des accusations pénales, mais le Conseil de l'Ordre des avocats a ouvert une enquête déontologique pour déterminer s'il avait exercé la diligence requise. Claire m'a dit que ce genre d'enquête mettait rarement fin à une carrière, mais que ça la suivait pour toujours. La licence d'entrepreneur d'Antoine, déjà suspendue pendant la procédure de liquidation judiciaire, a été définitivement révoquée une fois les accusations pénales formelles déposées. Même s'il avait eu gain de cause au pénal, la Chambre de commerce avait ses propres normes. Une inculpation pour fraude les dépassait. Le crédit hypothécaire a été clôturé,
les cartes de crédit annulées, les demandes falsifiées invalidées, chaque débit non autorisé annulé. Mon dossier bancaire a été corrigé ligne par ligne, comme on nettoie les graffitis sur un mur que quelqu'un d'autre a vandalisé. Le total volé, 389 420 €. Chaque euro a été documenté. Chaque euro a dû être remboursé. Les gens m'ont demandé plus tard si j'avais réclamé la peine maximale. Non. Je n'ai pas demandé de dommages et intérêts punitifs. Je n'ai pas cherché à faire des interviews. Je ne voulais pas faire les gros titres. J'ai demandé deux choses, la restitution de ce qui avait été pris et la suppression de chaque marque frauduleuse de mon dossier financier. C'était suffisant. Je n'avais pas besoin de vengeance. J'avais besoin de récupérer mon nom. Propre, intact, et à moi. La semaine où le procureur a porté plainte, Claire a obtenu une ordonnance de protection. Pas d'audience. Le juge Castin a examiné le dossier et l'a signé le jour même. Interdiction de m'approcher à moins de 150 mètres. Aucun contact direct, aucun contact indirect, aucun message par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Une ligne claire dans un langage juridique. J'ai changé les serrures, changé de numéro, et j'ai demandé un blocage de mes informations auprès de la Banque de France. Plus personne n'ouvrira jamais rien à mon nom sans mon autorisation vérifiée en personne. Le lundi suivant, à 7h58, je suis rentré dans les bureaux du greffe du tribunal de Paris. Même bureau, même tasse ébréchée, même néon. Suzanne Chevalier était déjà là. Au lieu de son signe de tête habituel, elle a posé un petit expresso sur mon bureau. J'ai lu le compte-rendu de l'audience, a-t-elle dit. Elle n'a pas demandé de détails. Après une guerre, ce que vous offrez à quelqu'un, c'est de la normalité. Tu vas bien? Pour la première fois depuis longtemps, ai-je répondu. Elle a hoché la tête et s'est remise au travail. Moi aussi. Transfert de propriété, privilèges fiscaux, enregistrement de fiducie. La machine a continué de tourner. Une ordonnance d'éloignement n'est pas une punition. C'est une frontière. Elle dit, voici la ligne. Vous vous êtes placé de l'autre côté. Je n'ai pas tracé cette ligne parraine. Je l'ai tracée parce que j'avais enfin compris quelque chose de simple, l'amour sans limite n'est pas de l'amour, c'est un accès libre. Le samedi suivant l'audience, Noé est venu voir mon appartement pour la première fois. Il se tenait sur le pas de la porte de mon studio de 40 mètres carrés, son sac à dos sur une épaule, regardant autour de lui comme s'il avait mal calculé la réalité. Tu vis ici. Tu possèdes 3 maisons. Le loyer est raisonnable, ai-je dit. Il a ri. Un vrai rire, pas celui, prudent, qu'il utilisait en grandissant sous la coupe d'Antoine. Il s'est assis par terre parce qu'il n'y avait qu'une seule chaise. Je suis désolé, a-t-il dit doucement. J'aurais dû parler plus tôt. Ce n'était pas ton combat. J'en ai fait mon combat. Et ça, lui ai-je dit, c'était courageux. Nous avons commandé une pizza, nous avons mangé par terre, dans des assiettes en carton, avec de l'eau du robinet, la fenêtre ouverte. Le bruit de la circulation du soir dérivant jusqu'à nous. Hélène. Ouais. Tu m'apprendras à investir? Je l'ai regardé. 21 ans, épuisé, déterminé. Étape 1, ouvrir un compte titre. Étape 2, ne jamais le dire à papa. Il a souri. Moi aussi. Et pour la première fois depuis des années, le studio n'avait plus l'air petit. Il semblait exactement comme il devait être. 6 mois plus tard, Antoine a accepté une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. 2 ans de prison avec sursis, 200 heures de travaux d'intérêt général, la restitution intégrale des 389 420 € via des paiements échelonnés. Eva a été condamnée à de la prison avec sursis en raison de sa coopération. Aucun d'eux n'est allé en prison. Le système les a traités comme il traite les délinquants primaires non violents, fermement, sans grand spectacle. La maison de Versailles a été saisie et vendue aux enchères. Ils ont déménagé à 50 km de là, dans un appartement d'une chambre. Je le sais parce que Noé l'a mentionné une fois, avant de changer de sujet. Nous ne nous parlons plus. Pas à cause de l'ordonnance d'éloignement. Ça, c'est juste la limite légale. La véritable limite a été construite pendant 34 ans, à m'entendre dire que je n'étais pas à la hauteur. Au travail, j'ai été promu. Analyste principal des archives.
Une petite augmentation, une nouvelle plaque à mon nom. Je l'ai placée à côté du reçu encadré du paiement final de mon prêt étudiant. 2 documents, l'un marquant la fin de mes dettes, l'autre marquant le début de ma reconnaissance. Je vis toujours dans le studio, mais maintenant, je regarde les maisons. Plus comme des investissements, mais pour moi. Une cuisine assez grande pour préparer de vrais repas. Un jardin où je peux m'asseoir au soleil sans ne devoir d'explication à personne. Quelqu'un m'a demandé si j'avais pardonné à mes parents. J'y ai réfléchi. Le pardon est mon choix, ai-je répondu. Les conséquences appartiennent au tribunal. Les limites nous appartiennent à tous les deux. Voilà mon histoire. Je suis Hélène Laurent. S'il y a une chose que je veux que vous reteniez de mon histoire, c'est ceci, la force n'est pas toujours bruyante. Elle ne ressemble pas toujours à une confrontation, à une vengeance ou au fait d'entrer dans une pièce pour en prendre le contrôle. Parfois, la force ressemble à une discipline silencieuse. Comme payer ses factures à temps, comme lire les petits caractères, comme construire quelque chose lentement, brique par brique, pendant que personne ne regarde. Pendant des années, j'ai pensé que survivre suffisait. Soupir, je pensais que rester toute petite permettait de maintenir la paix. Je pensais que l'amour signifiait endurer tout ce qu'on m'imposait. J'avais tort. L'amour sans limite n'est pas de l'amour, c'est une autorisation qu'on donne aux autres. Et au moment où j'ai compris ça, tout a changé. Tracer une ligne ne fait pas de vous quelqu'un de cruel. Protéger votre nom ne fait pas de vous un égoïste. Refuser d'être utilisé ne fait pas de vous un ingrat. Cela vous rend responsable de votre propre vie. Je n'ai pas gagné parce que j'ai détruit quelqu'un d'autre. J'ai gagné parce que j'ai refusé de m'abandonner moi-même. Alors, si vous écoutez ceci et que vous vous sentez sous-estimé, rejeté ou silencieusement contrôlé, commencez là où vous êtes. Apprenez, épargnez, documentez, protégez, construisez. Vous n'avez pas besoin d'être bruyant pour être puissant. Et quand viendra le moment de tracer votre ligne, tracez-la sans vous excuser.